Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde, ici Frédéric Lemelin, médiateur en création numérique au Square. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste sculpteur Rino Côté. Rino a eu la chance de travailler sur plusieurs beaux projets au Cirque du Soleil et maintenant chez Communautique. Il vient nous parler de son parcours professionnel, scolaire, du petit gars de région qu'il était à l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Rino, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, oui. Alors ici on te reçoit au quatrième lieu, le podcast du Square, puis on aimerait ça un peu que tu te présentes dans le fond à notre auditoire. Oui, mon nom c'est Rino Côté, sculpteur. Je suis né au 1970, donc il va avoir 51 cet automne. Sinon, je travaille présentement, j'ai la chance, ça je pourrais dire, j'ai la chance de travailler de plus en plus sur mes sculptures, mes projets artistiques. Et je travaille aussi depuis 2 mois à peu près chez Communautique. Donc, on aura peut-être la chance d'en parler tout à l'heure. Mais Communautique, c'est un peu un espace où ils vont démocratiser un peu les nouvelles technologies avec soit les écoles primaires, secondaires, mais aussi les jeunes et moins jeunes. Donc, il y a des formations pour aller sur Internet, aussi simple que ça. Okay. Donc, parce qu'il y a des personnes qui, ça paraît, nous, on vient au monde avec ça, là, on a appris rapidement avec ça, l'ordinateur à vivre avec ça, nos téléphones sont greffés dans nos mains, mais il y a beaucoup de gens qui, pour eux autres, un ordinateur, c'est vraiment la bête noire, là, fait qu'il y a des formations, des gens qui donnent des formations pour ça, mais moi, je m'occupe beaucoup plus de la direction artistique puis numérique aussi, donc comment on présente les choses lors d'événements, par exemple. Donc, je suis plus de ce niveau-là. Puis un côté manuel aussi, donc je vais fabriquer aussi des choses. OK, super. Fait que t'es un artiste sculpteur. Oui, artiste sculpteur. J'ai touché la performance dans le passé parce que quand je faisais mes sculptures, les installations ou les expos, il y a un thrill qui monte pendant que tu fais ton montage ou tes sculptures. Tu sais, bon, là, il y a un thrill, il y a une énergie. Même si tu es fatigué, tu tiens debout. Tu fais ton montage, il y a le vernissage, c'est comme un peu la fin aussi de ton projet, un peu au niveau de matérialisation. Donc, il est installé et tout. Après ça, lors du vernissage, c'est un peu le party. Si t'es chanceux, tu vends des pièces aussi en même temps, double party. Et puis après ça, là, t'es 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, peu importe le temps de l'exposition. Donc là, t'es un peu entre 2 eaux. T'as l'énergie qui descend un petit peu, mais en même temps, là, t'es comme un peu en stand-by du fameux démontage. Donc, puis quand le démontage arrive, là, ça, pour moi, c'est tristounet. Donc, tu démontes ça, puis là, tu fais, OK. Fait que tu vas tout packager ça, tu ramènes ça chez vous, dans ton atelier, sous-sol, beau-frère, un peu partout, là. C'est parce que l'espace manque souvent. C'est pas comme un peintre, hein. Un peintre, il roule souvent ses toiles où il les tasse côte à côte, là, dans un classeur spécifique, puis ça s'arrête là, tu sais. Donc, ça prend beaucoup moins de place, mais un sculpteur, là, ça devient rapidement bordélique. Ça te prend un espace pour travailler et pour entreposer. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est le côté un peu plate là, pour le sculpteur, mais bon, je reste sculpteur pareil. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, je me disais, OK, quand tu fais tes expos, tu as une énergie, tu as un retour de la personne aussi. Tu sais, les spectateurs ou les visiteurs, plus, viennent te voir. Puis là, j'ai des amis qui sont dans la musique. Donc là, je me dis, ça doit être le fun. Tu sais, quand tu arrives sur le stage, puis là, tu donnes un coup de pic de guitare ou tu chantes, tu sais, que là, t'as quelque chose, t'as un retour rapidement des gens dans la salle qui trippent, qui font « Hey, let's go! » Tu sais, ils sont venus pour toi, tu sais. Fait que là, je me dis, ça doit être vraiment trippant, ça. Mais moi, je chante pas pantoute. J'ai la voix rocailleuse, je me dérume jusqu'à 12h30 à peu près, tu sais, fait qu'on oublie ça. Fait que je me dis, OK, je vais plutôt y aller au niveau de la performance, qui va rester plus proche de mon domaine. Donc, la performance, c'est vraiment un mélange de sculpture, peinture, théâtre, tu sais, tu peux faire n'importe quoi là-dedans, tu sais. Donc, je me suis lancé un peu là-dedans aveuglément, sans connaître pas grand-chose là-dedans, d'avoir soit live ou sur Internet ou autre, tu sais. D'avoir eu aussi la chance d'avoir beaucoup de théâtre aussi. Donc là, je me dis, OK, que je me suis situé quelque part là-dedans, mais ô combien stressant. Je suis vraiment angoissé, stressé. Fait que quand le moment arrivait, tu sais, je préparais mes affaires, tout ça allait bien. Mais les minutes ou heures qui
qui était juste avant l'événement, là, écoute, le mal de ventre, au cœur, la totale. Là, tu sais. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais ça? Comment ça fait que je fais ça? Là? Je suis vraiment épais. Je vais mis dans mon... Tu sais, pourquoi je fais pas ma sculpture comme d'habitude? Puis fait que je l'ai fait quand même plusieurs fois. J'ai dû faire 5-6 performances, puis à différents endroits, puis chaque performance, même si c'était relativement la même, la base, avec les éléments, parce que je faisais pas de performance tout seul sur un stage, puis, tu sais, les classiques tout nus, moulés dans la boîte, là, puis faire des marques, là. Mais, quoique, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui ont de quoi dire avec ça, là. Mais c'est loin de moi, par exemple. Mais j'ai toujours les éléments, les accessoires avec lesquels je jouais, tu sais, puis tout ça. Et puis, mais ça se transformait, ça devenait autre chose. Mais je me suis rendu compte que j'avais atteint rapidement mes capacités, autant au niveau performatif que comment j'allais dire les choses en les rendant physiques. Donc, quand tu fais de la sculpture, tu sais, l'artiste travaille avec un langage. Bon, si c'est un écrivain, si c'est un poète, ben c'est avec les mots. Par contre, si c'est un artiste visuel, c'est sculpteur, peinture, vidéo, performance, ben ton médium, c'est la peinture, c'est la sculpture. Fait que tu finis par te développer un langage avec des codes, puis une espèce d'alphabet qui va te donner la possibilité de discuter avec les gens. Donc, les gens vont aller te voir, vont aller voir ton expo, tes œuvres, et puis vont finir par décoder, comprendre ce que tu veux leur dire, OK? Et s'ils ne comprennent pas tout à fait la même chose, ben ça, c'est pas très grave, tu sais. Mais tu as ce langage-là que tu établis. Donc là, quand je suis arrivé en performance, c'était autre chose. Puis j'ai eu de la misère à... passer au-delà du stress. Ça pour moi, c'est comme quand tu es au primaire, il faut que tu fasses un exposé oral avant, là, c'est comme la bête noire, tu veux pas arriver là. Bon, ben là, moi, c'était ça tous les fois, tu sais. Fait que là, je voulais pas m'imposer ça, tu sais. Pourquoi me faire violence? C'est un peu niaiseux. Ouais. Fait que, mais il y avait une espèce d'émotion, puis il y a un thrill incroyable l'après. Quand j'étais fini, j'étais content, je l'avais fait. Là, j'étais sur un nuage, j'avais passé la nuit là, sur cette adrénaline-là. Là. Exact. Mais je trouvais que le processus pour me rendre là, il était douloureux. T'sais. Fait que là, je l'ai mis en stand-by. C'est pas dit que je ne vais pas en refaire. Ça, parce que j'ai quand même des idées qui, des fois, se résument à seulement de la performance. Je peux pas le matérialiser en sculpture, par exemple, peu importe la technique utilisée. Donc, je pense que je vais encore en faire. Il m'en reste une en tête là, qui me tricote. Là. Fait qu'à un moment donné, ça se pourrait bien que je le fasse. Là. Mais c'est ça. Fait que la performance est comme... c'est à glace là, pour l'instant. Mm-hmm. Fait que oui, je suis beaucoup plus sculpteur. Je joue aussi beaucoup l'installation de mes sculptures. Donc, je suis pas j'en fais, mais très peu. Puis pour quelqu'un qui ne saurait pas, c'est quoi la différence? C'est quoi une installation versus juste une sculpture, par exemple? Ouais. La sculpture, mettons, monolithique, là, une pièce ou deux pièces. Là. Donc, on installe c'est un peu bizarre qu'on dit ça. Là. Exact. On va installer une sculpture et sur son socle et sur sa base en ciment, dans un parc, peu importe. Mm-hmm. Donc là, elle est comme ça. Tandis qu'une installation, souvent, il y a une espèce de mise en scène, je dirais, un peu théâtrale. Donc, dans cette installation-là, tu peux, oui, avoir des sculptures, mais tu peux avoir une interaction entre tes sculptures, soit par le mouvement, par exemple, par un jeu de lumière. Mais je pense que, en tout cas, pour moi, il y a un côté mise en scène aussi un peu plus qui va t'amener quelque part. Donc, comme par exemple, dans le passé, j'avais une installation faite dans une espèce de sous-sol, et puis d'une galerie. Et puis là, c'était un peu c'est humide, avec la brique sur les murs. Même c'était comme un film d'horreur. Tu entendais le clouc de l'eau qui coulait quelque part dans les égouts lorsque quelqu'un flushait les toilettes. Donc, j'avais installé des pièces, des sculptures, mais je les avais installées pendant au plafond, par exemple. Dans une salle, il y avait un berceau qui berçait tout seul avec un moteur qui grichait, qui faisait quick tout le temps. Ouais. Et il y avait une vidéo à côté qui était un peu une espèce d'échographie de ce qu'il y avait dans le berceau. Fait que ça, pour moi, c'est plus une installation qu'une sculpture. Une sculpture, c'est plus une pièce autonome. Une installation, c'est différentes pièces qui interagissent ensemble, qui créent une histoire. Ouais. Fait que là, on est plus proche de la mise en scène un peu, je te dirais. Là. Ça, c'est ma description, moi, là, de ce que ça peut être. Là. Parfait. Ouais. Puis...
Toi, c'est quoi que tu explores en fait? C'est quoi les sujets, dans le fond, que tu essaies d'exploiter dans ton art? J'ai longtemps travaillé à mi-chemin entre la sculpture, installation, là, puis les films d'horreur. Parce que moi, je viens de là, tu sais, fait que j'ai écouté les films d'horreur quand j'avais 13-14 ans, puis c'est devenu vite... tu sais, comme ma motivation. Je tripais, tu sais, j'écoutais dans mon Walkman là, à ce temps-là avec les écouteurs puis les cassettes, j'écoutais des trames sonores de films d'horreur, tu sais. Fait que c'est ça. J'écoutais ouais, c'est ça. Tu sais, Poltergeist, Halloween, tout ça, tu sais. Fait que j'écoutais ça, je tripais. Je sais pas trop à quoi je pensais, mais je tripais là-dessus, tu sais. Puis vers 14 ans à peu près, avec une gang d'amis, des chums, on s'est mis à faire des films d'horreur entre nous autres avec l'équipement de la télé communautaire du coin, tu sais. Et puis d'un film à un autre, puis un autre. T'sais, on se prenait au sérieux, là, on faisait des longs métrages. T'sais. On aurait fait des cours de 15-20 minutes, 10 minutes. T'sais. Non, on se tapait des 1h30, la totale. Là, t'sais. On faisait comme si on était bon. Fait que c'est ça. Fait que je te montrais pas tout ça, là, parce que écoute, il y a des affaires qui font dur là-dedans. Mais il reste que ça l'a quand même formé. Moi, je m'occupais des effets spéciaux. Donc, les fameuses têtes coupées, puis les personnages brûlés, ces affaires-là. Et aussi, ben, si on avait besoin d'une tombe, par exemple, si on avait besoin d'éléments scéniques, sculpturels ou autres, ben, c'est sûr que c'est moi qui s'occupais de ça. Et puis, quand je suis arrivé à la fin de mon secondaire, où on doit aller voir l'orienteur et quoi faire de nos 10 doigts dans notre vie, fait que là, moi, je me suis dit, bon, on va aller faire des effets spéciaux. Fait que là, malheureusement, les effets spéciaux se donnaient le plus proche, je crois, c'était à Toronto. C'était en anglais. Donc, mon anglais, c'était Windshield Bumper. Ça s'arrêtait là. Fait que Toast, Great Cheese aussi, ça, c'est pas pire. Mais tout ça, pour dire qu'en plus, que ça coûtait quelque chose comme 20 000. 20 000 en 90, là, c'était beaucoup d'argent. Oui, c'est encore beaucoup d'argent. C'est encore beaucoup d'argent, mais c'est encore plus dans ce temps-là. Mes parents n'étaient pas fortunés. Moi, j'avais pas une scène qui m'adorait, tu sais. Fait que je dépensais avant de l'avoir. Fait que là, pour moi, ça ne marchait pas pantoute. Puis il n'y avait pas de... C'était privé, donc pas de demande de bourse, quoi que ce soit, tu sais. Fait que là, l'orienteur a dit, ben, tu sais, tu peux aller au bord du chemin. Il y avait le cégep en art plastique. Mais puis là, ils font de la sculpture, du moulage. Fait que peut-être tu peux trouver ton bonheur là, tu sais. Fait que je fais, bon, allez voir, tu sais, au pire, je changerai après. Fait que j'ai effectivement traversé le chemin, comme qu'il dit, l'année d'après. Et puis, au là, j'ai trouvé la boîte de Pandore, là, vraiment, là, ça a été... quoi, un coup de cœur. Écoute, moi, te donner une idée, là, j'ai doublé... Premièrement, j'ai commencé à 6 ans à l'école. Enfin, j'étais au mois de novembre. Là, je commence en retard, là, tout le monde. Ouais, moi, c'est le même principe, j'étais en octobre. En octobre, ben, c'est ça, welcome. T'es un vieux de mon année. Join the club. Fait que j'ai commencé plus tard. Après ça, j'ai doublé mon secondaire 2 et puis j'ai fait un secondaire 6. Oui, ça existe. Secondaire 6 parce que... C'était pas facile. Non, c'était pas facile. J'étais arrivé en secondaire 5, il me manquait genre des cours de secondaire 4. Oui. Fait que là, je pouvais pas finir secondaire 5 en manquant des cours de 4. Donc, j'ai été obligé... décalé. J'ai été obligé de faire un secondaire 6 pour finir des cours de 4 et de 5, tu sais. Puis, fait que là, ça, écoute... Fait que, tu sais, on s'entend que j'ai détesté mon primaire, surtout mon secondaire. Et puis là, ben, quand je rentrais au cégep, ben, je couchais là. Je me cachais pour rester là, pour continuer à travailler dans les ateliers. Parce que tu tripais. Parce que je tripais solide. Fait que là, mes parents, ils n'en venaient pas. Tu sais, ils disaient, ça se peut pas, là. Ils fument de la drogue d'un coin, ils niaisent. Ben non, parce que après 1 an, il y a eu une espèce de remise de prix, choses comme ça, même à l'interne. Et puis, j'en avais gagné 2. Je ne sais plus c'était quoi les trucs. Fait que là, mes parents qui étaient présents, tu sais, pour la première fois que leur garçon, leur plus vieux, va dans un événement artistique et en plus, il y a des prix qui sont donnés. Peut-être qu'il y a des chances de gagner. Fait que j'en ai gagné là-dedans. Et puis, à la fin de cette deuxième année-là, j'ai été sélectionné avec un autre artiste, un autre étudiant, pour l'intercollégial. Cette année-là, c'était à Sainte-Thérèse, Rosemont. C'est ça, Sainte-Thérèse, Niel-Gros. Et puis, j'ai gagné le premier prix là-bas, de toutes les cégeps. Fait que là, mes parents, ils n'en revenaient pas. Là. Ils disaient, OK, il travaille. Fait que tu peux confirmer que même si un jeune a de la difficulté au secondaire, il peut se trouver une passion. Rendue au cégep, ou même à l'université rendue là. T'sais. Oui. Puis, tu sais, on parle d'art, mais ça peut être n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, mon garçon, là, il a fini le secondaire, il n'a pas fait comme moi, là, il a fait one shot, là, il n'a pas doublé rien, mais il détestait ça aussi. Et je me reconnaissais beaucoup quand je le voyais. Puis là, ben, il est en DEP en soudure, puis il tripe. Fait que tu vois, fait que je veux dire, il faut juste trouver sa voie un jour.
Écoute, moi, j'ai fait 5 changements de programme au cégep. Fait que je comprends absolument ce point de vue-là. Ouais. Jusqu'à temps que j'ai trouvé le programme. Et puis là, j'étais super heureux. Là. Ouais. Ben, tu sais, il faut... Moi, je me dis tout le temps, si tu te lèves le matin et tu te fais chier pour aller travailler, t'es pas à bonne place. Exact. Fait que trouve-toi quelque chose. Ben, faut que tu sois heureux parce que tu vas passer probablement la moitié de ta vie à travailler. Et sur cette moitié-là, il y a une partie que tu adores, donc tu la vois pas. Ouais. Puis il reste un tiers que tu peux fraterniser avec des amis, le voisin, ta famille, tes enfants. Puis plus tes fins de semaine. Fait qu'on s'entend que tu passes plus de temps réveillé avec tes collègues de travail qu'avec ta famille. Exact. C'est un dur coup quand tu réagis à ça, quand tu penses à ça. Donc pour moi, j'ai toujours été un peu délinquant. Puis on disait tant, va à gauche, allez à droite. Pas parce que je veux pas suivre les gens, parce que je me dis, si on me dit d'aller à gauche, puis je vais aller à droite voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je peux pas y aller. Il y a une grande curiosité. Ouais. Donc, pour moi, ça a toujours été un incontournable. Puis, tu sais, je pense que un artiste, c'est quelqu'un qui cherche. Tu cherches tout le temps. Tu es toujours en train de chercher à savoir si tu as la bonne forme, si tu as la bonne couleur, je m'en vais-tu là-bas ou là, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, tu as fini quelque chose ou tu es en cheminement. Puis là, tu te poses tout le temps des questions à savoir, je suis correct, là, ça marche-tu? Ouais. Tu sais, comme là, je viens de finir une sculpture hier, là, puis elle va être installée, à part demain, elle va être installée le 17, OK? Donc, c'est une super bonne idée, tu sais, c'est un ami, Serge Marquetta, qui m'a invité à ça. Donc, ça s'appelle Bouffée d'art. Et c'est depuis l'année passée, on sait qu'il y a une histoire de grippe là, qui est arrivée. Là. Tout le monde a goutte au nez. Ouais. Et puis là, les galeries, les musées sont fermés. Là, ils commencent tranquillement à réouvrir. Donc, pour un peu aider les artistes, puis aussi en même temps, autant pour les artistes que les gens qui vont visiter les galeries et musées, d'être capable de voir, de continuer à voir de l'art. Fait qu'ils ont décidé, on va s'associer à des maisons de la culture. Et on va sortir les œuvres des galeries ou des musées, puis on va les mettre à l'extérieur, puis là, les gens vont venir visiter ça. Donc là, je trouvais ça intéressant. Donc, le bouffée d'art, je trouve ça le fun, comme jeu de mots. Ouais. Fait que là, j'ai fini justement hier. Fait que c'est une pièce, dans le fond, il y a une... Ouais, même pas, tu sais. J'ai bien pensé. Tu sais, dans mon corpus, j'ai une pièce qui s'appelle Cocooning, qui était installée avec un mannequin, qui en réalité, j'ai mélangé l'espèce d'utérus portable, dans le fond. Ça s'appelle Cocooning, c'est le nom, le trademark, là. C'est comme frigidaire puis skidoo. Ouais. Mais ça s'appelle Cocooning, OK? Mais en réalité, c'est comme si, mettons, une personne va avoir un enfant, OK? Ouais. Puis là, tout sexe confondu, peu importe la relation de couple que tu as, tu vas avoir un enfant, puis là, tu peux pas pour les mêmes raisons, OK? Que ce soit physique, que ce soit maladie ou autre. Mais tu veux avoir un enfant. Bon. Fait que là, on sait que la science avance quand même rapidement, au niveau de la fécondation et tout. Donc, mais moi, j'ai décidé de... Puis là, on est en 99 mois, c'était un expo en 2000. Donc, moi, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable, puis de rendre ça un peu comique. Donc, mes effets spéciaux que j'ai faits quand j'étais jeune au cinéma, je les ai joints à ça. Parce que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai travaillé aussi comme sideline, là, comme job d'étudiant. Je travaillais pour le cinéma. Je faisais effets spéciaux avec un ami et tout ça. Donc, j'ai encore poussé plus loin mon travail puis tout le côté réaliste. Donc, j'ai créé une bédaine de femme enceinte, super réaliste en silicone. Mais cette bédaine-là, je l'ai greffée dans un porte-bébé. Donc, tu as le fameux porte-bébé qu'on porte à l'avant, attaché vers l'arrière, tout ça, que l'homme et la femme peuvent porter. Ouais. Ce que je trouve très logique, que ce soit plus l'homme que la femme qui le porte, parce que, un, le bébé il grossit, il devient lourd. Deux, la femme l'a porté 9 mois. Fait que c'est autour du bonhomme à faire son bout de chemin. Là. Fait que là, j'ai comme ouvert le zip à l'avant. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait d'inutile pour moi à l'intérieur de ça. Et puis là, je suis venu coudre la bédaine en silicone à l'intérieur. Donc, c'est comme si, mettons, la personne peut s'acheter un cocooning, on peut s'acheter un utérus portable, mais au lieu de rendre ça très viscéral, très médical, parce que, bon, l'utérus, si tu tapes utérus artificiel, tu peux trouver plein d'affaires weird, là, avec des chèvres dedans, des brebis. Là. Mais que là, je trouvais ça trop gluant, trop gore pour ce que je voulais faire, tu sais. Puis, moi, j'aime beaucoup l'humour. Fait que là, je me disais, ça peut être juste
Ça peut être de l'humour noir, là, mais je trouvais ça drôle, tu sais, d'avoir une bédaine réaliste greffée à ça. Ouais. Donc, j'avais mis ça sur un mannequin. Ça s'appelait lèche-vitrine, mon expo. Donc, c'était toutes des pièces lèche-vitrine, parce que quand on s'en va faire du lèche-vitrine, hein, on regarde puis on n'achète pas vraiment, mais on pourrait. Et puis là, c'était une salle où il y avait différents éléments. Donc, il y avait cocooning mis sur un mannequin qui était très hollé, tu sais, très quasiment courant. Et il y avait une espèce de petit micro-ordinateur à côté qu'on entendait le cœur battre de l'enfant. Donc, c'est un peu comme le contrôleur qui alimente la bédaine, tu sais. Donc, là, j'ai repris ça pour l'expo Bouffée d'art, où ce que là, je l'ai mis plutôt au lieu du mannequin, je l'ai mis sur une patère. Donc, il y a un côté encore plus décontracté campagnard, tu sais. Donc, on a un chapeau, un foulard, puis on a l'espèce de cocooning, la bédaine suspendue. Fait que c'est comme si, bon, je l'ai mis là, je suis fatigué, je fais à manger, je prends mon bain. T'es arrivé chez vous après ta journée de travail. Ouais, exactement. Tu sais, je pourrais même mettre, écoute, il faut même mettre une boîte à lunch à côté. C'est très drôle, ça. Ben, anyway. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendu là, tu sais. Fait que là, j'ai préparé ça hier. Ça, c'est en fin de semaine, tout c'est correct. La deuxième, c'est une pièce aussi que j'ai repris parce qu'on me demandait de pas créer de quoi de nouveau. On disait, ben faites quoi? Recycler, c'est travail dans un sens? Ben, c'est de... Tu sais, c'est comme... tu sais, au théâtre, là, des fois, au cinéma, on reprend des choses. On adapte, Ben oui, je voyais encore dans le Devoir en fin de semaine qu'il va y avoir une énième remake au cinéma de Pinocchio. Oh mon Dieu. D'un Italien. Et c'est Roberto Benigni qui va jouer pas Pinocchio, mais Geppetto. Okay. Donc, je me suis dit, OK, mais c'est drôle parce qu'en 2002, c'était lui qui l'avait fait Pinocchio. Il en avait fait un, Roberto. Fait que là, on se retrouve encore là. Puis on va en avoir encore des remixes de Il y en aura Pinocchio. toujours, Il va toujours en avoir. C'est comme Disney qui se recycle, tout le temps. Donc, c'est juste une vision de voir. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, je vais prendre mes choses que j'ai faites dans le passé, puis je vais voir comment est-ce que je les vois aujourd'hui, comment je les adapte. Donc, cocooning est devenu sur une patère. Donc, plus... Mais c'est une bonne idée, je pense aussi. Oui, puis c'est parce qu'avec le mannequin, il y a quelque chose de trop boutique, labé, tout ça. Puis à l'époque, c'était correct parce que ça marchait. Là, je suis rendu ailleurs. Fait que j'ai décidé de faire ça de même. Puis, est-ce que les gens peuvent essayer dans une optique là, que tu ferais une genre d'installation interactive? Est-ce que tu penses que les gens pourraient l'essayer ou c'est... Ben, éventuellement, si c'est interactif dans une galerie ou autre, oui. C'est sûr que là, on est un peu freak là, avec tout ce qui se passe. Fait que là, les gens, on se donne pas la main. On s'est rencontrés tantôt, c'est bon, salut, ça fait très froid. Et j'ai bien de la misère avec ça. Moi, la poignée de main, ça vient comme... Ça vient naturel. Ça vient naturel, oui. Aussi, fait que, là, je commence à pu me mettre le bourreau en arrière du dos. Là, mais, ouais, c'est ça. Éventuellement, oui, les gens pourraient l'essayer. C'est pas bien grave. Mais tu sais, pour revenir au questionnement de l'artiste tantôt, où ce que je m'en allais avec ça, c'est que avec l'autre pièce, ça s'appelle hétérogreffe. Donc, c'est des tentacules qui sortent d'un arbre que j'avais mis. Ah oui. Ça, si vous allez sur mon site, vous allez le voir. Là, tu le vois, c'est des tentacules qui sortent de l'arbre, tout ça. C'est un peu comme si le tu sais, parce que dans le fond, je suis parti des chalumeaux quand on est à une cabane à sucre. Oui. Donc, on a le chalumeau qui tire la sève, qui s'en va qui est l'eau sucrée, bon, etc. On connaît le processus après pour faire le sirop, la tire et autres. Fait que là, moi, dans le fond, j'ai joint un peu le côté humain organique avec cette sève-là. Donc, les tentacules sont en silicone très molle, puis c'est une tentacule, là, c'est comme vraiment un truc pointu allongé sur à peu près 1,5 mètre de long. Fait que c'est pas les ventouses de tentacules d'une pieuvre ou autre, là, c'est vraiment juste un bout mou. Et puis, cette forme-là, ben, elle est couleur chair aussi. Puis j'ai fait différentes couleurs chair là-dessus aussi. Là. Fait que c'est comme si, dans le fond, la sève qui sort de là est un peu plus humaine. Ouais. Mais en même temps, si on veut extrapoler, ça pourrait être un peu le côté où ce que l'humain, des fois, va déboiser un peu machinalement. Être un parasite. Oui, il devient aussi un parasite. Puis, tu sais, il va déboiser, il va faire des coupes à blanc. Bon, Richard Desjardins en a parlé dans un de ses films, puis dans plein de choses aussi. Fait que c'est un peu ça, tu sais, de dire que l'humain vient peut-être comme un peu trop saccagé. Puis, tu sais, j'aime bien ton image du parasite, justement, où ce que tu sais, parce qu'un parasite, mettons, la grille du frein, c'est l'espèce de petite bébite-là qui est très, très insignifiante, va être entre l'écorce et l'arbre, et puis va venir bouffer un peu des deux, tu sais.
et ce qui va enlever un peu la protection de l'arbre puis qu'ils vont mourir. Donc, là, on a là depuis 3-4 ans où on voit nos freins se faire abattre un peu partout. C'est bien triste. Donc là, c'était de voir que l'humain, c'est un peu la grille des arbres qui va des fois bûcher un peu trop pour ce qu'il y a de besoin. C'est le côté pécunier tout le temps qui rentre là-dedans, en ligne de compte. Donc là, je viens faire ça. Fait que là, tu vois, hier, j'ai fait quand même un mois, je travaille là-dessus. Donc j'ai fait ma bûche, j'ai fait un trou d'un côté comme si c'était un cône qui rentre dans l'arbre, un peu comme si la tentacule ou le jus de bras de l'autre côté sortait, puis il tirait, une succion qui tirait l'arbre. T'sais. Donc là, je l'ai sablé, poli, j'ai mis une huile comme s'il rentre sur l'écorce, ça. Puis là, je l'ai encore vu ce matin, je me suis dit, OK, je suis correct ou je suis pas correct? Fait que, tu sais, c'est dans... Il y a une remise en question en tant qu'artiste. Tout le temps. Ben, moi, je trouve que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que le public va... comprendre, ça c'est une chose. Je pense que c'est pas nécessaire que tout le monde comprenne, mais je pense que tout le monde peut avoir sa propre opinion. C'est ça, avoir son opinion, mais dans le fond, moi ce qui m'agace peut-être toujours un peu, c'est pas tant qu'ils comprennent la même chose que moi. Ça, c'est pas important, puis même au contraire, là, il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils voyaient certaines choses, mais ils disaient, OK, je l'avais pas vu comme ça. Non, je l'avais pas vu ça comme ça. Donc ça, pour moi, c'est une chose, mais... qui voit une continuité ou que ça fonctionne. Parce que moi, j'aime ça, avoir une idée en arrière de tout ça, puis une histoire. C'est comme ça que je tiens mes pièces. Fait que là, si la personne voit ça, puis qu'elle comprend aucune histoire, elle voit ça comme deux éléments disparates, je me dis, bon, OK, il y a de quoi que j'ai manqué quelque part. T'sais. Fait que c'est ça, je me repose toujours des questions. Puis la troisième pièce que j'envoie, c'est carrément une pièce nouvelle là, que j'ai. Dans le fond, c'est une installation que j'avais faite il y a 3 ans. 1%. Et puis, c'est plus une commande de la ville de Longueuil. Ouais. Et puis là, l'arbre est tombé à terre, ils l'ont abattu parce que c'est un greffon que j'ai mis à un arbre, un frêne, qui s'appelait Pop. Et puis là, je l'appelais Mini Pop. C'est comme un échantillon. Ouais. Donc, c'était un tronc d'arbre, encore un frêne qui mesure à peu près 1 mètre. Là. Et puis, il y avait un trou dedans. Et puis, non, je dis un frein, non, là, c'est l'autre. Ça, c'est un érable à giguère, qui est un érable nuisible, ça pousse comme du chien-dent, comme ça, mon père, là, de mauvaises herbes. C'est un érable qui n'est pas natif d'ici, je me dis. Écoute, je ne sais pas les origines. Non, je ne sais pas les origines, mais il appelle ça un érable à giguère. OK. Puis, c'est qu'il était dans le fond de la cour chez nous. Puis, il y a une année, il y a une branche qui a été coupée. Puis là, les bébites sont mis dans la branche coupée, même si j'ai mis du goudron et autres, oublie ça. Là. Et là, ça a fait un trou. Les pics bois sont mis là-dedans. Écoute, je pouvais rentrer ma tête là-dedans. C'était trop. Fait que là, puis en plus, c'était sur une ligne de clôture à faire. Puis là, on l'a abattu. Mais j'ai gardé une section de sable-là en me disant, je vais faire de quoi avec. Donc là, c'est ça. Fait que j'ai fait comme des bulles, la mousse qui sortait de ce trou-là. Puis il va en avoir un petit peu partout au sol. Donc ça a été scanné, modélisé, imprimé en 3D. Fait que c'est bon. Tu conceptualises-tu tes œuvres souvent en 3 dimensions avant de les réaliser? Ou... Non, moi, le 3D, c'est un outil supplémentaire. OK, c'est un outil supplémentaire. Oui, c'est comme si, dans mon atelier, tu sais, t'as au mur, là, ou dans ton coffre, t'as un marteau, t'as des tournevis, t'as un Dremel, t'as une imprimante, t'as un scan. C'est un outil de plus. Ouais. Tu vois, comme là, les pièces que je parlais tout à l'heure, tu sais, j'ai travaillé en grande partie, mettons, les 2 sur 3 ont été travaillés de façon manuelle. OK. Tu sais, j'ai repris mon maillet puis mes gouges, là, pour faire mon trou. Puis j'ai sableuse et tout, tu sais, vraiment de façon relativement traditionnelle. Ouais. Mais pour la 3e pièce, la Mini Pop, elle, j'ai scanné le trou de l'arbre, je l'ai importé dans un logiciel, j'ai dessiné les bulles que je voulais, j'ai éliminé le tronc d'arbre, le trou du tronc d'arbre, en laissant l'empreinte derrière les bulles, pour être sûr que ça une fois imprimé, que ça s'en aille à la bonne place. Après ça, j'ai imprimé mes pièces, je les ai insérées là, puis c'est ça. Fait que tu sais, je veux pas me servir de l'impression 3D comme trending d'expo. Tu sais, comme les gens, hey, venez voir, je fais l'impression 3D. Ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. Mais en bout de ligne, j'ai rien à dire. C'est une performance technique, certes, mais si ça veut rien dire, c'est pas intéressant. T'sais. Parce que j'ai vu que tu avais fait une expo avec des 365 objets imprimés que tu as fait tous les jours, c'est ça? Ouais, c'est un défi, je me suis lancé. C'est un défi, mais ça partit de cette idée-là, dans le fond, de faire 365 œuvres à chaque jour. Une à chaque jour pendant 1 an. Puis de te limiter justement à l'impression 3D dans un sens. C'est un peu un mélange de tout ça. Dans le fond,
Pour la genèse de ça, c'est que je venais de finir mon installation 1% à Longueuil. Puis là, ça m'avait tiré pas mal de jus. Fait que là, j'étais un peu comme en stand-by. J'avais le goût de faire de quoi, mais je ne savais pas trop quoi, où je m'enlignais dans ça. Puis là, ma blonde s'était acheté un iPod Touch. Là, on est en 2013. OK. Donc, je me mets à m'amuser avec ça, tu sais. Puis là, je gonne ça. Puis c'est sûr, bon, une fois que tu as regardé la musique, le web, c'est cool. Bon, ben, là, tu vas sur l'App Store, tu sais. Puis là, je me suis mis à trouver des applications pour la sculpture. Okay. Là, je fais, sur l'iPod Touch sur en l'iPod, 2013. ouais. Fait, écoute, il y en avait... il il y avait 4 applications, je pense, dont 3 qui ne marchaient pas. Fait que pas bien. Fait que je l'ai téléchargé un, et puis qui s'appelait Aido. Ouais, c'est ça, comme la Play-Doh, la plastine. Okay. Donc, Aido. Puis je crois qu'elle ne fonctionne plus. Tu sais, si tu l'as déjà, l'application dans ton vieux iPod ou iPad, elle fonctionne, mais tu ne peux plus la retrouver, ça ne fonctionne plus. Ça a comme fait faillite dans je pense qu'ils font plus de mise à jour, puis elle marche. Mais il n'a pas été mis à jour pour les nouveaux OS. Hein. Système d'exploitation. Donc là, moi, j'ai téléchargé. Je me suis amusé avec ça. Puis là, je me disais, OK, il y avait l'icône en bas pour envoyer. Je me suis dit, je peux m'envoyer de quoi? Là, je m'envoie un courriel. Je m'envoie sur mon ordinateur. Là, j'ai fait n'importe quoi. Tu commences avec une boule. Puis tu as 6 outils. Tu tires, tu pousses, tu sables. C'est vraiment très, très simple. Là. Donc, je m'envoie le courriel. Je m'envoie sur mon ordi, j'ouvre mon courriel, puis je vois un petit PNG, une image, écoute, c'est à peu près 5 cm carrés de mon image, de ce que j'ai fait, mais il y a un attaché STL. J'ai fait, il y a un attaché STL, ça a été, c'est ce qui m'a allumé. Parce que l'attaché STL, tu sais, quand on parle, mettons, un point doc, c'est un document Word, bon, un point XLS, c'est un Excel, c'est bon. Fait que le point quelque chose, c'est l'extension pour l'utilisation dans un logiciel ou une machine. Le point STL, ça vient de stéréolithographie, et puis, où ce que tu peux utiliser ce fichier-là, et puis tu peux le mettre dans un logiciel 3D. Tu peux le grossir, l'agrandir, le couper, le retravailler. Mais tu peux aussi passer direct dans une imprimante 3D. L'imprimante 3D, son fichier d'acceptation pour comprendre, pour fonctionner, elle, c'est un STL. Donc, on le met dans le logiciel qui gère l'imprimante. On appelle ça un slicer. Là. Il y a différentes sortes là-dedans. Et puis, ce fichier-là il va être implémenté dans l'imprimante via le slicer. Donc, lui, ce qu'il fait en grosso modo, c'est comme si... tu importes ta pièce dans ce logiciel-là et imaginons un pain. Tu as un pain, là. Puis là, tu sais, avec un couteau, tu fais des tranches. Okay? Fait que, mettons que c'est un pain fesse, là, un rond. Ben, quand tu fais tes tranches, ben, tu peux remettre tes tranches dans le bon ordre pour recréer ton pain. Bon, mais en réalité, c'est un peu ça qui fait le logiciel. C'est qu'il va prendre ta forme, puis là, il part comme un X-Acto, il va faire des tranches de bas en haut, tac, 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 jusqu'en haut. Il peut avoir des centaines, voire des milliers de tranches. Et ces tranches-là sont envoyées à l'imprimante, puis elle imprime une tranche. Là, ben, le plateau descend, remet une autre couche, plateau descend, remet une autre couche, comme ça même, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et là, tu te ramasses avec ta fiche, avec ta pièce. Et là, ben, c'est comme, OK, là, attends un petit peu, là, je peux faire ça avec le iPod Touch, avec un petit bidule qui rentre dans ma main, je peux faire une sculpture, je peux l'envoyer, qui donnait à peu près un diamètre, là, je pense que c'était plus ou moins 2 cm de diamètre. Sauf qu'il y a des pièces qui étaient plus grosses, parce que là, je les étirais, puis on ajoute de la matière. Fait que... Là, je me suis mis à cogiter, puis là, j'ai pu commencer venu l'idée, tu sais, je me disais, je pourrais faire une sculpture, tu sais, je l'ai faite pendant une semaine, puis là, je me disais, écoute, j'avais plein d'idées. Je me disais, OK, je pourrais faire une sculpture tous les jours, tu sais, puis là, ben, l'année s'est imposée, OK, je vais le faire pendant 1 an. Bon, je t'avoue honnêtement que je ne savais pas si j'allais être capable de le faire, tu sais, mais je dis, le challenge était intéressant. Moi, je marche toujours par défi aussi, là. Fait que je dis, OK, on va essayer ça. Avec là, j'ai écrit mon truc, j'ai fait une demande de bourse, puis ça a marché. Mais sauf que j'avais utilisé quand même des termes intéressants. Quand tu fais une demande de bourse, OK, c'est du monde comme moi puis toi qui sont au bout de bout. Là. C'est pas Dieu puis une machine là, qui analyse. C'est vraiment du monde qui sont des artistes. Eux, ils vont lire ton texte comme 25, 30, 50 autres textes d'artistes qui demandent de l'argent pour faire une sculpture ou une peinture ou peu importe. Et puis là, qu'est-ce qui fait que toi, avec un bidule comme un iPod, qui a l'air plus comme d'un objet, un gadget, je vais être capable d'avoir un workflow, une façon de faire intéressante pour que la personne dise « Ah oui, lui, je vais lui donner 20 000 de son projet. »
Fait qu'à un moment donné, j'ai eu un flash en me rasant le matin où je me suis dit, OK, pourquoi un iPod? Pourquoi pas un ordinateur? On est à l'air où on voit des films d'animation qui sont super réalistes, puis sont faits avec des ordinateurs qui valent 50-60 000 avec des logiciels de fou. Et puis, pour moi, je vais avec un iPod Touch, avec 6 outils, je vais réussir à faire une sculpture et avoir de l'argent pour ça. Fait que là, je me dis, OK, j'ai utilisé 3 termes qui étaient la portabilité, l'intuitivité, puis la réaction. T'as l'accessibilité aussi. L'accessibilité quand tu veux, tu sais. Fait que j'ai utilisé ces 3 termes-là dans ma description de mon projet, tu sais. Puis je le dis vraiment, bon, ben alors pourquoi utiliser ce gadget iPod au lieu d'un ordinateur réel, un vrai outil, tu sais, pas une cuillère à soupe, là. Fait que là, dans le fond, c'était à cause de ces 3 termes-là. Puis je pense que c'est ces 3 termes-là, probablement, qui m'ont aidé à décrocher la bourse pour ça. Donc là, ben, ce qu'en est fait, quand j'ai fait une sculpture par jour pendant 365 jours, et puis chacune de ces sculptures-là est imprimée en 3D. Donc, ça, c'était ton imprimante ou t'as ressourcé? Parce que j'imagine en 2013, le marché des imprimantes devait être moins accessible qu'aujourd'hui. Ouais. Parce que ça se retrouve quand même un peu partout maintenant. Là, oui, puis on peut avoir des bonnes imprimantes pour 4-5 000. Tu sais. Même, tu vois, là, présentement, là, de plus en plus, on a des imprimantes à 300-400 $. Ouais. Il y en a qui se vendent. Il faut que tu les assembles toi-même. Oui, tu les assembles toi-même, puis il faut que tu sois débrouillard 101. C'est pas facile. Non, c'est ça. Tu sais, une fois sur 2, t'as part, puis là, ben, elle va foirer. Pourquoi? Ben, t'as manqué ça, t'as oublié ça. Ou bon. Fait que, mais mettons quelque chose qui tient debout, là, t'es aux alentours de 1500-2000. Et puis, mais à l'époque, c'était pas ça. Fait que là, j'avais vu ça sur un Kickstarter, il y en avait une. Donc, je l'avais commandé, mais moi, mon projet était commencé. Donc là, j'avais la chance de travailler au Cirque du Soleil à l'époque. Et puis, j'avais monté, on appelle ça un atelier numérique. Moi, je l'ai monté à l'interne au cirque. Et puis là, on a acheté des imprimantes 3D. Des imprimantes que j'aurais pas pu m'acheter. Là, on parle de 100 quelques mille. À cette époque-là. C'est le Nonec plus ultra. Fait qu'on avait acheté ça pour produire nos accessoires, que ce soit pour le chapeau ou autre. Et puis, on était 3 personnes qui jouaient avec ça, qui travaillaient avec ça, que ce soit pour l'impression de tout ce qu'on avait de besoin. Et puis, là, ben moi, j'avais demandé, j'achète ma résine, mais j'utilise les services de la machine. Puis, bon, on m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce genre de machine, il fallait qu'elle roule tout le temps. Puis, on n'avait pas tout le temps des projets. Donc, quand elle ne roulait pas, elle brisait. Fait que là, ben oui, c'est ça. C'est comme sur une résine liquide, puis là, ben ça. Faut pas qu'elle reste dedans. Ben, faut pas qu'elle reste dedans longtemps à rien faire, sinon ça gomme. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai utilisé j'arrivais des fois là, au bout de 1-2 semaines, 1 mois, puis là, j'ai imprimé toutes mes pièces. Puis là, après ça, je les ai montées sur des espèces de petits écarts d'aluminium. Je les ai mis sur des grands tableaux de 4 pieds par 4 pieds. Qui était jaune mat, comme du velours. Et puis j'ai appelé ça post-it virtuel. Donc, quand tu as une idée, tu le mets sur un post-it, tu le mets sur le frigo, au côté du téléphone. Donc, c'est vraiment un pense-bête pour pas oublier le lait, pour pas oublier d'aller chercher les enfants, pour pas oublier d'aller telle place. Ça. Fait que, tu sais, le post-it sert à ça. Moi, j'ai fait comme 365 post-it, 365 idées en devenir. Donc, sur ces 365 petites sculptures-là, ils peuvent toutes être agrandis à échelle humaine. Ils peuvent devenir des monstres, mais ils ne seront pas imprimés, ils vont être, par exemple, usinés. Donc là, à ce moment-là, moi, c'était juste des idées. Fait que, écoute, il y a des affaires qui sont très futiles. Là, je me dis, oh boy, OK, j'ai fini tard celle-là. Fait que, tu vois un peu ton processus en tant qu'artiste au travers cette année-là. Oui. Puis, tu sais, il y a des vagues. Tu sais, à un moment donné, il y avait une fonction dans cette petite application-là qui était la duplication. Puis ça, c'était bien intéressant parce que des fois, je faisais une sculpture relativement simple. Puis là, je me disais, OK, je pourrais aller là. Puis là, j'avais comme trop d'idées en même temps. Fait que là, je la dupliquais. Puis là, je repartais. Puis là, après ça, je revenais à l'original. Puis là, je n'avais fait une. Là, je revenais à l'original. Je la dupliquais encore. Tu sais, il y en a une, là, c'est comme des petits soldats. Là. J'en ai fait 12, je pense. Je revenais toujours à l'origine. Puis là, tu sais, j'en faisais un autre, ça, tu sais. Fait que là, on le voit, il y a comme des vagues là-dedans, tu sais. Fait que ça a été un beau projet pendant 1 an. Après ça, ben, j'ai monté ça sur mes tableaux. Donc, j'avais 12 tableaux, un par mois. Chacun des tableaux représentait 1 mois. Donc, la première pièce qui était faite, son titre, c'était la date, la journée qui était faite. En 02/03/2012. 2012. Fait que ça a été ça, les dates de chacune des sculptures, j'ai les dates, les titres. Et puis là, ben, je les ai installés sur le tableau comme si c'était le premier, le 01/03/2012, c'était un mercredi. Ben, je me suis fait un espèce de calendrier
il n'est pas vraiment tracé, là, mais quand tu es devant la pièce, tu le vois. Tu vois qu'il n'y a pas une pièce qui commence en même place. Ils sont toutes, chaque mois, chaque tableau, la première pièce n'est pas disposée en même place. Ouais. Fait que ça a été mon projet. Je l'ai promené pas mal, celui-là. Puis j'aimerais ça le promener encore, mais là, la grippe est arrivée. Ouais, fait que là, je suis encore pogné avec ça. Tu sais, la COVID nous a donné la vie dure. Ouais. Mais il n'a pas dit que je ne vais pas le réinstaller parce que à chaque fois que je l'installe, je la trouve le fun, cette pièce-là. Cette installation-là. Tu sais, on revient à ce qu'on disait tantôt. Cette installation-là, je la trouve intéressante. Il y a quelque chose à dire, même s'il n'y a pas de discours, rien dans chacune des pièces. C'est plus l'effet de la performance de l'avoir faite pendant 1 an. Tu sais. Ouais. C'est quelque chose que je trouve trippant à faire. Tu sais. Fait que ça a été post-it virtuel. Super. Ouais. Puis ton expérience en travaillant au Cirque du Soleil, ça a dû être enrichissant, j'imagine. Travailler pas avec surtout plusieurs artistes dans une même boîte. Puis sur des gros projets. Ça a été 18 ans. 18 ans. Ouais, 18 ans. Ça s'est fini abruptement comme tout le monde l'année passée. La COVID, c'était très dur pour le milieu artistique. Ouais, c'est ça. Et puis... ça a été un laboratoire. D'expérimentation. Oui. On m'a invité, quand j'ai postulé, on m'avait invité un peu, on a peut-être de quoi, tout ça. Fait que j'avais travaillé à l'époque, en 98, sur O, pour la production de O. J'étais sur un contrat j'étais là 6 mois. Donc, on a travaillé sur les masques de O, parce que, O, ça le dit, on laissait se passer dans l'eau comme spectacle. Et puis en plus, les masques qui étaient faits au cirque, c'était fait en latex, qui résiste pas bien à l'eau, chloré. Et puis était patiné, la peinture était faite en acrylique, qui ne t'offre pas pantoute dans l'eau. Donc après quelques minutes, là, ça commençait déjà à pocher et à écailler. Donc là, ça marchait pas. Et puis là, il était vraiment face à un mur, tu sais. Et puis là, par l'intermédiaire d'une amie, j'ai appris ça. Je cherchais des mouleurs, sculpteurs spécialisés en silicone. Mais moi, aujourd'hui, ça fait quasiment 40 ans. Là, 35 ans, je travaille avec le moulage. Ouais. Donc, puis 25 ans à peu près, 25-30 ans avec le silicone. J'ai commencé, j'avais 12-13 ans. Fait que je trippe au bout là-dessus. Je trouve qu'il y a une très grande polyvalence sur le silicone. Ouais. Fait que j'ai été postulé pour me dire, OK. Fait que là, j'ai fait 6 mois pour O. Après ça, là, les gens me connaissaient. Puis là, j'avais un trou un peu dans mon horaire de travail. Fait qu'en 2002, je passais par là pour donner des tracts pour un expo. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, tu pourrais postuler, on a besoin de quelqu'un, tout ça. » Donc, j'ai dit « OK. » Fait que j'ai commencé en janvier 2002. Oui. Pardon. Et puis, c'était sur le spectacle Varicaille. Et puis, j'étais plus comme sculpteur-mouleur. Okay. Je commençais là-dedans, tout ça. Puis, moi, je suis rentré là avec mon bagage de sculpteur et de mouleur. Mais en même temps, j'ai découvert un monde aussi au niveau de la mise en scène, au niveau du travail, parce que faire la performance, je ne l'avais pas faite encore. À cette époque-là, je n'avais pas fait de performance. Donc, mais comment tu rends réaliste tes sculptures, tes peintures, peu importe, mais ton tableau devient un costume, ta sculpture devient un accessoire. C'est sûr qu'il y avait des concepteurs, mais comment bien comprendre ce qu'ils veulent pour le rendre réaliste, puis le matérialiser en accessoire. Donc là, j'ai appris aussi à travailler comme différents matériaux que je ne connaissais pas. Comment travailler avec les autres ateliers? Parce que tu fais une sculpture, ta moule, ta sort dans différents médiums. Puis après ça, c'est pris, puis ça va être patiné. Une couleur va être mise par-dessus. Après ça, il va y avoir un élément qui va être cousu là-dessus. Après ça, il va y avoir un moteur mis là-dedans, parce que ça va se déplacer, puis ça va être contrôlé à distance. Puis, tout ça, pour moi, c'était nouveau. Puis je fais OK, oui, on peut aller jusque-là. Ça, c'est cool, ça. Fait que ça m'a éveillé sur beaucoup de choses que je pouvais faire aussi de mon côté, que j'avais déjà. Moi, j'étais un patenteux né. Là. Fait que ça m'a juste comme amené plus loin aussi, de montrer que ça se peut. Et puis, mais d'un autre côté, je les ai montré plein de choses aussi au niveau sculpture, au niveau peinture, surtout moulage. Au niveau moulage, là, j'ai apporté beaucoup de choses. Fait que c'était un échange. Vraiment. C'est de la collaboration, c'est du partage de connaissances. Totalement. Puis, je disais tout le temps, puis mes supérieurs étaient conscients de ça. Je disais tout le temps que c'est du donnant-donnant. Il y a beaucoup de choses que je fais en sculpture chez nous dans mes projets
des fois, j'ai une idée, je fais « Ah non, ça, c'est plus pour le cirque. Ouais. » Fait que là, je le mettais de côté. Puis des fois, je travaillais pour le cirque, tu sais, dans l'atelier. Puis là, j'étais là « Ah non, ça, c'est le cirque. Il n'y a rien à faire avec ça. » Mais moi, par exemple, ça m'intéresse. Au niveau de la matière, au niveau de la forme, etc. Donc, c'était comme ça de même j'étais toujours en back and forth, tout le temps entre les deux. Puis un nourrissait l'autre, tu sais. Donc, fait que c'est ça, fait que ça m'a amené quand même assez loin aussi à ce niveau-là. Puis ben, des connaissances, des personnes que j'ai connues, tu sais, des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir encore aujourd'hui. Fait que c'est une belle référence. J'ai tout gardé, c'est des carnets d'adresses, des personnes, les sous-traitants, les matériaux. Je m'appelais Rino au Cirque du Soleil côté, là, je m'appelais pas Joe Bin. Tu es dans ton atelier de sculpteur, puis là, tu vas avoir des échantillons, tu vas avoir des trucs qui coûtent assez cher. Ben, t'es pas souvent pris au sérieux. Non. Non, tu vas en acheter comment dans l'année? Ben, je sais pas, je veux juste le tester. Ouais. Mais quand tu es au cirque, tu as besoin d'un caoutchouc spécifique pour une partie de costume. Ouais. T'appelles ton fournisseur, tu dis « Ouais, salut, c'est Rino, mais ça va? Ouais, ben j'aurais besoin de telle affaire. OK, je t'envoie ça. Ouais. » Puis souvent, c'est des échantillons donnés en plus. Ouais. Donc, mais il savait fort bien que, en revanche, que si j'achetais pas ce produit-là, je vais en acheter d'autres aux 5 gallons. Je vais en acheter pour 10 000, 20 000 dans mon année. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a aidé aussi à me dire, OK, comment je réussis des fois à approcher un sous-traitant, un fournisseur, pour avoir des échantillons ou une écoute, des questionnements par rapport à mes sculptures personnelles, tu sais. On ne se le cachera pas, là, j'avais un certain poids avec l'entreprise cirque. Donc, quand je l'appelais pour mes projets, ben j'étais quand même pris au sérieux, tu sais. Je le disais, c'était pour mes projets. Ouais. Puis, ah non, c'est correct, vas-y. Ouais. Fait qu'il y a eu quand même une belle relation. Puis encore aujourd'hui, après, ça fait 1 an... Ça va sur 1 an et demi là, que j'étais un peu au cirque. Là. Et puis tu sais, j'ai fait des projets dernièrement où j'ai rappelé certains fournisseurs, puis on dit, ben... Encore la reconnaissance. Oui, c'est ça, puis ça a bien été. Puis, tu sais, fait que ça, ben, c'est du donnant-donnant. Fait que ça, le cirque m'a amené beaucoup ces choses-là, je te dirais. Bon, ouais. Beaucoup de contacts, c'est ça, c'est ce qui est un peu difficile, moi, je pense, hein, quelqu'un, un jeune là, qui sort de l'école, c'est les contacts qui comptent surtout. Comme tu dis, t'as eu ton emploi par un pur hasard, dans un sens, d'avoir connu une amie qui t'a référé, dans un sens. Fait que est-ce que tu crois que le monde, c'est une amie que tu avais dans la vie ou tu as rencontré à l'école? C'est-tu quelqu'un qui a... C'est ça. Ben, moi, je travaillais dans un atelier de sculpture, comme mouleur. Ouais. Puis, on faisait des agrandissements. Comme le Maurice Richard, avant l'aréna Maurice Richard, c'est nous autres qui l'a fait. Fait qu'on l'agrandissait. On faisait le moule dessus, on sortait des copies en cire, puis on envoyait à la fonderie. Ben, on était juste 4-5 dans ce petit atelier-là. Ben, une amie, là-dedans, elle avait travaillé au cirque pour quelques mois. Elle connaissait quelqu'un, puis bon. Fait que là, quand elle a fini son contrat, elle me dit « il cherche quelqu'un là pour telle affaire. » Fait que je dis « Ben, OK, je vais y aller. » Fait que ça, c'est comme ça de même. Puis il y avait un creux dans mon travail à cette époque-là. Fait que ça a donné un nouveau calendrier, là. C'était parfait. C'était parfait. C'est parfait. Ouais. Puis, justement, quelqu'un qui est... Tu sais, le podcast est surtout enligné vers les jeunes qui se posent des questions. On en a parlé un peu rapidement tantôt sur le cégep, ces choses-là. Tu as eu une des passions, mais je sais que tu as fait un bac aussi, puis tu as fait une maîtrise. Il s'est écoulé quand même une bonne période de temps entre les deux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait retourner à l'école? Qu'est-ce qui t'a donné le goût, dans le fond, de retourner faire une maîtrise, dans le fond? Une absence dans mon cerveau. Une bulle dans mon cerveau. Ah, écoute, ça, c'est une folie que j'ai faite. En fait, tu as fait un cours au Centre-Val, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait, cégep et bac à bac. Là, j'ai fini mon cégep. Non, même pas. Écoute, j'ai fini mon cégep en même temps que mon bac. Parce que je suis rentré à l'UQAM en janvier, en or, mais il me manquait 2 cours. Puis tu as commencé à les faire en même temps. Oui, j'ai fait en même temps. J'ai été accepté sous condition de finir mon cégep en même temps. Mais ce que j'ai su quelques années après, c'est qu'il y avait 2 profs, entre autres, qui étaient sur le jury d'acceptation pour les élèves. Ils évaluent quand même les dossiers. Et 2 de ces profs-là avaient évalué ma sculpture à l'intercollégial. OK, tu avais gagné où j'avais gagné le prix. Eux autres m'avaient donné les mentions, tout ça. Donc, les autres, ils avaient bien aimé mon travail. Quand ils ont vu mon nom passer, ils ont fait « OK, lui... on le veut. » Même s'il manque des cours, on le veut pareil. Et c'était des cours de français et de philo. J'haïssais ça au bout. Fait que je les ai finis au cégep... sur Sherbrooke. Du vieux?
Non. Sur Sherbrooke, pas loin du Maisonneuve. C'est Maisonneuve. C'est Maisonneuve, oui. Wow. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini ça là, tu sais, en même temps que j'avais 5 cours aussi. Mais il paraît que 5 cours, c'est temps plein. Tu sais, moi, j'étais mort de rire. 5 cours, là. Oui, c'est 5 cours, c'est temps plein. Ouais. C'était temps plein, tu sais. Mais moi, j'ai 5 cours, hein, rien là, tu sais. Je prends 5 cours, puis j'en prenais un 6e là-bas. J'ai compris après une session, c'était quoi 5 cours. Mais moi, on m'a rien dit, tu sais. Fait que c'est ça, je l'ai appris à la dure. Fait que j'ai réussi par finir mes cours. Non sans problème, sans difficulté, surtout en français. Mais ça, là, j'ai fini. OK? Puis, quand je suis arrivé au bac, ben là, c'était encore une belle découverte. Tu sais, là, je m'emmenais de plus en plus artiste. Ouais. Mais j'ai jamais... je me suis jamais dit, je vais faire un jour, je vais être sculpteur, moi, vivre de tout ça, tu sais. Et en même temps, je me suis jamais dit, je ferai jamais rien avec ça. Pour moi, c'est comme... J'allais à l'école, ça, puis aller travailler, c'était pareil. Tu sais. J'allais à l'école, puis je tripais, puis je faisais mes affaires, puis bon, that's it. Après ça, ben là, c'est ça, tu sais, il faut que tu travailles quand ça finit. Là, surtout quand tu reçois ta facture de pré-bourse. Mais là, tu dis, OK, là, ça a l'air que je dois un char, là, fait que faut que je rembourse ça. Fait que là, j'ai commencé à payer ça tranquillement. Et puis, je suis toujours... tu sais, sur une échelle de 10, là, toujours en 11-12, moi, tu sais. Fait que je l'ai éclairé en 5 ans en travaillant comme un forcené. J'avais comme 18 000, je pense. Fait que tout l'argent qui rentrait, j'ai envoyé ça là-dessus, tu sais. Fait que j'avais des sculptures, j'ai vendu un petit peu, j'ai mis ça dessus. Je faisais des symposiums, je mettais ça dessus. Fait que là, je l'ai réussi à éclairer. Et puis là, ben après ça, là, tout s'ensuit. Tu sais, j'ai travaillé dans le cinéma comme sculpteur mouleur encore, surtout mouleur. Dans les décors, effets spéciaux au cinéma, films d'horreur. Est-ce que on parle souvent du make-up FX. Est-ce que ça rentre là-dedans, ça, ou c'est totalement différent, une autre branche? Non, c'était vraiment le classique make-up, là. Oui, on moule la tête de comédien, on la transforme, on la remoule après ça, on la sort en caoutchouc hyper réaliste, on met des poils, on la colore, on met du faux sang, on fait... c'est ça. Très cool, ça. Ça, c'était le fun. Ah oui, ça, c'était cool au bout, tu sais. Fait que ça, j'ai fait ça pendant une couple d'années, tu sais. Pas toujours ça, mais quand même. Puis avec un de mes chums, le Mario Souci, qu'on en a fait des vertes et des pas mûres. Et puis, fait que là, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Après ça, ben là, j'ai rentré au cirque. Et puis là, quand j'étais au cirque, c'est là, à un moment donné, je commençais à manquer de défis. Puis là, on avait des personnes qu'on faisait former en nouveau logiciel 3D. Dans le fond, ils travaillaient déjà sur Maya, par exemple, un logiciel comme Maya. On les envoyait une fois par année chez Centrenade pour les former ou les améliorer. Donc, il y a eu, à toutes les années, dans ces logiciels-là, ils sortent des plugins qu'on appelle, des mises à jour. Des mises à jour, puis là, il faut tout surapprendre. Ben là, ils font quoi, les mises à jour? Ça va où? Tu peux réussir à y arriver, mais souvent, tu quand t'es pas dedans à tous les jours, là, à chaque année, il faut que tu sois alerte. Dans le milieu du numérique, il faut être très alerte. Oui, tout le temps. Fait que nous, en tant qu'entreprise, on n'a pas le temps de tout ça. Fait qu'on aimait mieux les payer. Ils allaient, mettons, 2-3 jours, une semaine. Puis là, ils approfondissaient le logiciel, les nouvelles arrivées. Fait que là, c'était moi qui coordonnais ça. Et puis là, en parlant avec quelqu'un au NAB, il me dit, je sais pas comment ça fait sur le sujet. Il parlait de ma formation, tout ça. Puis là, il me dit, écoute, on sort en janvier prochain une maîtrise qui pourrait être un peu en art visuel. C'est design numérique, animation 3D. Et ça va se donner temps partiel. Fait que là, je fais, OK, temps partiel. OK, ça va être les soirs, 1 à 2 jours semaine. OK, là, écoute, ça m'intéresse. Fait que là, il fallait que je sois référé par 3 personnes qui ont une crédibilité. Fait que là, j'ai pris 2 de mes boss. Là. J'ai fait signer ça aussi. Puis là, j'ai commencé ça. Puis là, ça a été une autre découverte, tu sais. Tout l'univers du jeu vidéo, parce que 98% des étudiants qui étaient dans la salle, c'était pour ça. Donc, dans cette 98%-là, il y en avait une moitié qui sortait du bac. Qui sortaient. Ils sont jamais sortis. Là. Ils ont fait le bac et ils commencent les maîtrises au NAD. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient dans le milieu, qui étaient chez Ubisoft ou autre. Et puis, qui là, comme moi, faisaient une maîtrise temps partiel. Donc, on a embarqué là-dedans, tu sais. Et puis, là, j'ai appris que plus de la moitié, voire le 3/4 des étudiants qui étaient devant moi, parce qu'on présentait un peu notre travail. Puis ton parcours, d'où qu'on arrive, on est rendu où, puis pourquoi on est là. Et puis là, moi, je présentais, je suis sculpteur, tu sais, puis la bûche, puis le maillet, là, tu sais. Fait que là, ils me trouvaient loin, archaïque. Puis là, j'ai emmené l'impression 3D, tout ça. Puis là, en fait, OK. Puis là, à un moment donné, je voyais bien qu'il y avait des faces qu'ils ne comprenaient pas, tu sais. Fait que là, j'ai
spontanément, j'ai demandé qui c'est qui connaît pas les imprimantes 3D. Puis, quel stupeur de voir que le 3/4 des étudiants n'avaient jamais vu. Ouais, c'est rester in the box, comme on dit. Ils sortent pas du mode... exact. Ça m'a flabbergasté. Là. OK, vous êtes en jeu vidéo. Vous utilisez les logiciels performants de modeling pour faire de la sculpture virtuelle pour vos jeux vidéo, mais vous ne savez pas qu'un des outputs de ces logiciels-là n'est pas juste l'écran, que ce soit le téléphone, l'ordinateur ou le cinéma, mais qu'il y a la matérialité par l'impression 3D ou l'usinage. Là, là, je venais de pogner un peu mon air. Fait que le cours d'après, j'ai emporté plein de sculptures imprimées en 3D. Puis je lui ai expliqué un peu c'était quoi, tu sais, ça marchait comment, premièrement, puis c'était quoi, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, je suis peut-être pas trop archaïque ou dans le champ, tu sais, dans le fond. Fait que, puis j'ai appris que mon prof me dit, on t'a pris parce que t'es le mouton noir de la gang. Tu sais, tu vas venir leur montrer c'est quoi l'output. Mais eux m'ont montré c'était quoi, par exemple, travailler en 3D au nouveau jeu vidéo. Écoute, pour moi, j'étais perdu solide, là. Ça m'a pris une session avant de comprendre le langage, tu sais, avant de... Il parlait, là, puis j'étais comme, OK, là, il me parlait de moteur de travail, tu sais, tout ça. OK, attends un peu, c'est quoi ça, tu sais. C'est très spécialisé, hein, tu sais, t'as des gens qui font juste une chose. Un peu comme toi, t'es sculpteur, il y a des peintres. Mais en 3D, tu vas avoir des modeleurs, des textures qui sont un peu comme les peintres qu'on retrouve. Puis, ça le matte painting. Aussi, ça, c'est une autre affaire complètement différente. Totalement. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un matte painting, c'est de faire dans le fond des mondes qui n'existent pas avec des images. Puis, avant, on tournait un peu comme là, on se ramène à Charlie Chaplin, on est loin, là. Mais on peignait carrément une immense toile avec mettons, la ville de Londres, par exemple. OK? Puis c'était un rendu super réaliste. Puis là, on tournait la scène à l'avant-plan. Puis là, on avait l'impression, puis c'était vraiment, on se faisait avoir, là, en plus que c'est en noir et blanc. Fait que c'était vraiment, c'est bluffant. C'est bluffant, on était là, ils nous ont fait croire qu'on était à Londres, on n'est pas pendant tout, t'sais. Fait que ça s'est raffiné au fil du temps. Puis là, on est tous, les années 60, 70, où on filme quelqu'un dans un auto, puis on a l'image en arrière. Puis on fait projecteur. On fait comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi, ça. Ben ça aussi, c'est une forme de matte painting, là, mais c'est plus au niveau de la projection. Mais en jeu vidéo, ce qu'on fait, c'est la même chose. Donc, on va créer un fond qui va être fait sur un ordinateur, un logiciel. Mais là, on vient le mettre en arrière-plan. Puis après ça, on va créer l'action en avant. Fait que tu vas avoir plusieurs niveaux, souvent, pour créer une profondeur. Ouais. Fait que ça s'appelle encore du matte painting, là, mais c'est de façon virtuelle. Fait que, c'est ça. Fait qu'ils m'ont appris beaucoup de choses, là. Pour moi, ça a été une belle mine d'or aussi. Fait que j'ai fini par finir, parce qu'à temps partiel, ça peut écœurer son homme et sa femme. Hein, tu sais, c'est là que j'ai dit, je vais faire une maîtrise à temps partiel. Fais attention. Pas que je le recommande pas, au contraire. Ça a été quand même le fun pour moi. Sauf que à la fin, quand tu rentres en mode écriture, tu rentres ta thèse. Parce qu'au début, c'est des cours. Hein? Tu écris des petits trucs, puis tu cumules ces trucs-là que tu as écrits à partir de l'analyse de lecture, puis ça va devenir des brimes un peu dans ton... quand tu vas écrire ta thèse, tu vas prendre un petit bout de ça, Fait que là, j'ai tombé là-dedans, puis là, ça a été beaucoup plus dur que je pensais. T'sais, me taper un 80-100 pages pour un sculpteur, c'est quelque chose. Pour un écrivain, c'est autre chose, mais un sculpteur, là, c'est comme, à un moment donné, le jus, il n'avait plus le citron, là. Tiré, là. Tu sais, à un moment donné, tu te trouves comme des seconds souffles, là, mais bon, après 5-6 seconds souffles, là, t'as hâte de voir le bord de la rive parce que, hey boy. Mais je suis content de ce que j'ai fait, tu sais. J'aurais aimé que ça soit plus intellectuel, plus travaillé, mais j'ai atteint mes limites. Puis c'est là que je me suis dit, OK, ma maîtrise m'a amené là, m'a amené à pousser mon travail plus loin, mais m'a aussi amené à comprendre que c'est pas l'écriture, mon travail. C'est la sculpture, c'est l'idée, c'est la matérialiser. Je reste foncièrement un sculpteur. J'aime bien le terme en anglais qui dit un maker. Tu sais. Un maker, au Québec, on peut traduire ça par un patenteux, un gosseux. Tu sais, même. J'aime le maker parce que le maker, comme à San Francisco, tu as le Maker Faire, tu sais, puis tu as des endroits où on va rassembler des folies. Les gens vont là, ils vont fabriquer n'importe quoi. Un dragon crache-feu fait avec une pelle mécanique. Tu sais, écoute, c'est gros, là, tu sais, puis il faut tenir du temps à perdre, puis tu tripes, tu dis, je vais faire un dragon crache-feu avec une pelle mécanique. Là, tu sais.
Fait que t'avais plein de fous comme ça, que j'ai eu l'occasion de visiter là-bas, puis je me suis dit, OK, le terme maker est très intéressant. C'est juste que là, moi, j'y amène le côté artistique, un peu critique social au travers de ça, tu sais. Parce que, tu sais, est-ce que je suis plus un sculpteur? Tu sais, je me dis pas très intellectuel au niveau de ma façon de faire, ni de mon rendu, mais... un peu comme, mettons, tu sais, c'est sûr, je me compare pas nécessairement à lui, mais comme Yvon Deschamps, qui lui va utiliser dans son humour 2 à 3 strates. Tu sais, il lance sa ligne, tu écoutes ça, puis là tu fais, okay, tu ris par ce qu'il vient de dire. Mais après coup, quand tu penses à son monologue qu'il a dit, tu sais, t'as trouvé, il y a des punchlines qui t'as vraiment ri, puis quand tu l'écoutes, tu fais « OK, là, il parle de sa job, de son boss, que le boss est Dieu, tu sais. » Tu sais, comme dans un de ses monologues, c'est tout ce qu'il faut, c'est un bon boss puis une job, tu sais. Une job steady puis un bon boss, c'est ce qui tenait le monde dans ce temps-là, dans les années 50-60. Mais en même temps, le bon boss, c'était pas si bon que ça, tu sais. Il abusait de son monde, hein, tu sais. Sinon, on parle avant les syndicats, par exemple. Donc, il y a eu de l'abus qui s'est fait. Puis lui, il rit de ça en le mettant, en nous revirant le miroir devant nous autres. Puis c'est une critique. Une critique sociale qui est souvent qui est ridiculisée, qui est mise drôle par ces personnages un peu naïfs. Mais quand tu le regardes ça, tu te dis, oh mon Dieu, phénomène pitié, parce que la société à l'époque, c'était ça, tu sais. Puis tu as un troisième niveau, des fois, si tu veux y intellectualiser un peu plus ou faire ton psychologue en herbe, là, il y a vraiment un autre discours aussi social dans le fond, tu sais. Puis c'est ce que j'aime de ça, moi, c'est d'amener une sculpture qui souvent va arriver être un peu t'as un visuel, en arrivant t'as un visuel qui est là, tu sais, avec différents matériaux. Et puis après ça, ben c'est un peu le discours que les gens vont se faire par rapport à ce qu'il y a là, tu sais. Fait que là, c'est là que la critique sociale va arriver. Tu sais, je parlais tantôt des tentacules versus l'arbre, que l'être humain, il va peut-être tirer des ressources naturelles un peu trop à son goût, plus que ce qu'il y a de besoin, parce que c'est money talk, hein, c'est pécunier, donc je veux faire plus d'argent. Il reste des arbres, m'en couper plus, m'en faire plus d'argent. Donc c'est ces discours-là, j'aime ça avoir 2-3 tranches... 2-3 niveaux de discours sur mes pièces, que ce soit, il y a un visuel, mais il y a aussi autre chose à dire là-dedans. Je réussis peut-être pas tout le temps comme je voudrais, mais c'est mon leitmotiv. J'aime ça, pas juste faire une pièce pour qu'elle soit belle. Donc le maker va m'aider à fabriquer quelque chose avec une dextérité que j'ai dans différents matériaux ou machines. Mais après ça, l'artiste embarque en disant, OK, le maker, c'est beau ce que tu fais, mais tu t'en vas où avec ça? J'ai besoin d'une trame narrative. Je parlais de l'arbre tantôt, que le trou, c'est comme s'il tire. Donc, c'est comme s'il y a une espèce d'implosion par l'intérieur. Donc, ça, c'est l'artiste qui dit, OK, gars, le maker, tu vas faire ça de même parce que ça peut être intéressant pour telle affaire. Fait que je mixe les deux ensemble parce que je pense que... Mais ça c'est moi. Il y a des artistes qui sont plus idéateurs, qui vont avoir des idées et ils vont faire tout. Ils font faire. Ils font à peu près tout faire. C'est un peu comme un producer, comme on peut dire. Ouais. T'as l'idée, mais t'as des gens qui viennent t'aider. Ouais. Toi, tu te considères-tu plus comme l'artisan même ou j'étais un mix de tout ça. Ouais, j'aime faire. J'ai été une grande période où j'étais beaucoup plus sur l'ordinateur aussi. Et puis plus à la gestion, puis coordonner les choses, parce que je voulais que ça avance, tout ça, parce que c'est comme un joueur de hockey, quand la puck arrive sur toi, là, il pousse là dans le net. Là. Fait que quand tu vois que tu es tout seul avec la puck, ben là, moi, il l'a poussé là-bas. J'ai appris à patiner, tu sais. mais à un moment donné, je me suis tanné. Il y a des fois que j'allais dans mon atelier, là, puis là, je passais des 2x4 dans le broyeur, tu sais, juste à couper des morceaux de bois ou les mettre dans le planeur, parce que j'avais besoin de faire du bruit, d'arriver sale à la maison. Tu sais, genre, tu pognes un arbre pour faire des cure-dents, là, ben, j'étais là, tu sais. Parce que j'avais besoin de faire. Puis c'est là que je me suis aperçu que, OK, coordonner les choses, faire que ça fonctionne, archiver. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'histoire. Donc, tu fais ton projet, tu prends des photos, tu décris ce que tu as fait. Donc, aussi, on appelait ça une marche à suivre. Pour que, si moi, je suis pas là, puis toi, tu arrives, tu vas prendre la marche à suivre, puis là, ça va commencer au début. Tu vas faire chercher tel moule, tu vas prendre tel matériau, tu vas faire ta recette, tu vas faire ça. Tu sais, tout. Tu vas pouvoir l'utiliser. Tu vas être capable de le faire. Fait que, puis moi, dans mes projets, j'aime ça aussi, de laisser des traces pour que si dans 3, 4, 10 ans, je reviens, ah oui, tel matériau, c'était quoi j'avais pris, où je l'avais acheté, c'était comment je l'avais fait. Fait que j'archive tout ça avec le cirque, m'a amené ça. Sauf qu'à un moment donné, j'avais besoin là, de faire du bruit. Un bon bandit, ça fait sa job. Là. Fait que, c'est ça. Fait que là, je me suis remis un peu plus à l'atelier pour être capable
de faire de mes mains des choses. T'sais. Fait que l'artiste, le maker est revenu un peu plus là, depuis 2 ans. Là. Fait que là, j'imagine aussi chez Communautique, je sais que tu fais pas la même chose, mais Communautique, c'est un Fab Lab dans le fond. Tu nous as parlé au début, puis c'est le maker, c'est sa place dans le fond. T'es un maker, tu veux te retrouver dans un makerspace ou un Fab Lab dans un sens, parce que c'est un esprit de communauté, de collaboration, de partage. Ouais. Puis de démocratiser aussi ces technologies-là. Ouais, ben écoute, tu viens de résumer grosso modo, là, c'est direct ça, un Fab Lab, c'est ça. Communautique chapeaute EcoFab, qui sont Fab Lab à lui. Les gens vont venir, puis on dit « OK, moi j'ai une idée, je veux faire tel truc. » tu sais. Fait que là, ben il peut avoir quelqu'un dans le Fab Lab qui l'a déjà fait ou qui fait quelque chose, puis là, il peut avoir une certaine similitude. Puis là, il va dire « Ah, écoute, tu as découpé ça au laser. OK, ça c'est intéressant. Je pourrais faire mon truc aussi de cette façon-là. Ouais. » Puis là, ben tu as souvent un technicien qui est là, qui va aider un peu à pallier tes manques au niveau technologique. Ouais. Tu as l'idée, tu peux apprendre l'impression 3D de découpe laser parce que c'est une machine à comprendre, mais souvent, ce qui est plus difficile, c'est entre les deux. Qu'est-ce que tu en fais avec ça? C'est les logiciels. Comment je fais pour traduire mon idée pour que la machine puisse me le faire? Exact. Fait que tout ce processus-là, ben, des fois, si tu n'as pas le temps ou tu veux pas, ou tu as bien la difficulté à comprendre ça, le technicien va être là. Donc ça, c'est EcoFab, c'est un Fab Lab. Okay? Ouais. Chaque Fab Lab a son terme, son nom. Ouais. Et puis, Communautique chapeaute tout ça. Et fait que là, moi, on se connaissait dans le passé parce que j'avais été donné des conférences là, en tant que Cirque du Soleil. Ouais. Comment est-ce que le Cirque du Soleil avait amené la technologie avec des métiers dits plus traditionnels. Okay. Le costume, les accessoires. Tu sais, le costume, il n'y a rien de technologique là-dedans si on se met aujourd'hui. Ouais. Parce que si on se met il y a 300 ans, la machine à coudre n'existait pas. Donc, la machine à coudre est très technologique à un certain niveau. Sauf que là, on a des machines qui sont rendues très technologiques, qui vont coudre tout seul, qui vont fusionner. Hein, au lieu d'être une aiguille, c'est un ultrason qui va venir fusionner des matières synthétiques. Okay. Après ça, on a les logiciels patronnés. Maintenant, tu peux faire tout ton modèle en 3D avant même de l'avoir fait en vrai. Là, tu peux valider ton modèle. Le concepteur. Puis ça, c'était intéressant. Puis c'était un peu ça mon travail que j'avais. C'était l'entremetteur. Donc, comment que, mettons, tu disais, on va... parce qu'il y a des shows, des fois, que le costume était vraiment entre le costume et l'accessoire. Ouais. Tu sais, on pense à un costume, on pense à des tissus, des beaux vêtements, la princesse, etc. Tu sais, ou des costumes spécifiques pour l'acrobate. Le contorsionniste. T'sais. On ne va pas mettre des morceaux X ou des épaules, des épaulettes pointues à quelqu'un qui fait de la contorsion, par exemple. Donc, c'est toutes les choses qui doivent être étudiées tout au long du processus de création. Mais tu as des spectacles, comme Curiose, par exemple, pour le nommer, où ce que Philippe Guillotel, le concepteur de costumes, il nous a amené à un endroit où on n'avait jamais pensé. T'sais. Donc, les costumes étaient vraiment des hybrides entre un costume et des sculptures habillées, des accessoires. Donc, des personnages dans des boules, par exemple. Et puis, dans la boule, on ouvrait, puis il y avait un autre personnage, une égyptienne qui était cachée à l'intérieur. Okay. Donc, là, attends un petit peu, là. Je ne vais pas mettre ça sur la machine à coudre. Donc, comment qu'on... Faut que ça tienne, hein? Ben, faut que ça tienne. Faut que la boule tienne sur le gars et la petite personne à l'intérieur soit à l'aise aussi. Tu sais, comment... Là, il y a du harnachage. Hein? Il va être harné à l'intérieur. Mais il ne faut pas que ça paraisse. Il faut que ça soit très ludique, poétique, féerique. Mais utilise utilise le terme en hic que tu veux, mais il faut que ça fonctionne, tu sais. Fait que là, autant le concepteur que nous, on s'est dit, OK, comment on va faire ça? Et puis là, c'est les accessoires qui devaient comprendre. Fait que là, on modélisait en 3D une sphère sur un personnage. Là, il y a eu l'usinage, la découpe 3D, la découpe laser, l'impression 3D. Tout a été mélangé ensemble. Un peu de couture. Là, le personnage, lui, il avait un haut de forme. Fait que là, lui, il avait la couture de la chapelière aussi qui travaillait là-dessus. Donc, tout ça a été mis ensemble. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool parce qu'à partir du fichier 3D, on a été capable d'usiner des pièces, d'en découper au laser, d'imprimer des trucs et d'envoyer ce même fichier-là au département de costumes qui, eux, avec leur logiciel de patronage, avaient un plugin ou une façon de travailler en virtuel en 3D. Donc, on a expérimenté, fait que le fichier produit au niveau des accessoires en 3D avait été travaillé au niveau des costumes aussi pour créer un patron. Ouais. Donc, tout cet écosystème-là, c'est connecté via un fichier. Donc, ça, pour moi, c'était cool. Ouais. Ah, ça, c'était super cool parce que là, tout le monde pouvait parler le même langage avec la même pièce et tu utilises la sortie que tu as de besoin.
Que ce soit un plotter qui va venir découper ton patron 2D. Ben, c'est tout le même type de machine quand tu y penses. C'est les CNC qu'on dit un grand terme. Là. C'est une imprimante, c'est un CNC, même chose qu'un laser, un laser. C'est le déplacement XY. Exact. Tu rajoutes des axes, puis là, tu complexifies ta machine. C'est tout. Sauf qu'il y a 5-6 ans, mettons 10 ans, ces différents programmes-là ne se parlaient pas. Ça parlait plus. Tu sais, c'est un peu comme... Mettons, Montréal, moi je fais beaucoup de vélo. Mettons, Montréal, tu fais la piste cyclable, puis à un moment donné, tu arrives à une place, il n'y a plus de piste cyclable. Mais tu regardes 4 coins de rue plus loin, puis il y en a une là. Mais entre les deux, il y a un bout qui manque. Tu sais. Bon, depuis quelques années, là, Montréal travaille fort pour reconnecter tout ça. Là, mais c'était vraiment frustrant parce que tu arrivais sur un coin, le bord du métropolitain, puis là, tu voyais la piste qui était de l'autre côté. Mais tu peux pas y aller parce qu'il te manquait ce petit bout-là. Ben, au niveau virtuel, c'est la même chose. Tu avais les logiciels, avec chacun, tu pouvais avoir le même fichier, mais là, pour les connecter ensemble, pour pouvoir parler à la machine, il manquait ce bout-là. Fait que là, ben, en parlant un puis un autre, avec différentes compagnies, on a réussi à développer. On était des bêta-testeurs aussi pour des logiciels qui utilisaient des nouvelles façons de faire. Puis là, on a réussi à ce que tout ce beau monde-là, virtuel, se parle. Puis qu'ils acceptent d'avoir un standard. Un peu comme en musique, t'as le vieux standard MIDI, là. Ouais. C'est un peu... Tout le monde l'utilise, là. Même si ça date des années 80 encore, mais ça marche. Ça fait ses preuves. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que, puis le MIDI, tu en parles, on en travaillait aussi beaucoup parce qu'on avait, au travers du département d'atelier numérique, il y avait une partie électronique. Et là, ben, on développait avec un externe des lumières de couleur qu'on mettait dans les costumes. Tu le travaillais en MIDI. Puis on le travaillait en MIDI. Fait que c'est ça. Fait que c'était drôle parce qu'on développait ça. Puis là, ben, quand on arrivait avec notre accessoire lumineux, au chapiteau, au studio pour travailler, pour pratiquer. Mais là, les gars, ils disaient, OK, mais on fait quoi pour contrôler tes lumières dans ton costume? Tu sais, il y a toujours une espèce de amour-reine, hein, autant au Québec que Montréal, Canadien nordique, on se respecte, mais en même temps, on a une petite hantise. Fait que là, on a dit, ben, plug-toi ton MIDI, mon gars, ça c'est le protocole, puis toi être correct. Tout le monde connaît ça. Ben oui, c'est ça. Fait que là, il mettait ça dans son MIDI, puis là, il pouvait contrôler la luminosité de mon costume. Là, ça fitait avec la musique directe. Oui, s'il voulait que la musique fasse allumer les lumières, ben, serre-toi de ton MIDI, mets-toi un temps d'une demi-seconde, puis il va être dans le temps, dans ton beat direct de ta musique. T'sais. Fait que c'était tous les délais respectés. Fait que, tu sais, là, encore là, ça venait de démocratiser les ateliers versus les studios, l'application directe. Donc, ce que nous, on faisait aux accessoires ou à nos costumes, on pouvait l'amener au studio aussi. Fait que tu rajoutais des dimensions dans ton projet. T'sais. Ouais. Fait que tu vois, cette mutation entre les ateliers, cette connexion entre les ateliers m'a amené à un endroit communautique, justement, où c'est un peu ça aussi, tu sais. C'est de connecter avec les gens, puis de leur dire, OK, c'est quoi ton idée? Comment tu veux le faire? Puis comment est-ce qu'on peut mettre les outils ou nos connaissances en commun? Puis c'est drôle parce que, tu vois, cet été, le Fab City, donc qui est une réunion de toutes les Fab Labs du monde entier, ils vont s'en venir à Montréal. Bon, on sait qu'il va y en avoir une partie qui va être même une grande partie, ça va être hybride, hein, il va être en virtuel, et l'autre va être ici un peu à Montréal. Fait qu'il va y avoir le Fab City et le Fab 16. Donc, une espèce d'atelier assez ouvert que les gens vont pouvoir venir. Et ça va s'appeler Construire les communs. Donc, c'est un peu ça aussi, fabriquer les communs. Donc là, c'est ça, tu sais, c'est de comment on peut se mettre en commun pour fabriquer quelque chose qui va être aussi commun. Donc, comment fabriquer une table, une chaise, puis qu'on le fait ensemble. Mais le résultat va être commun à nous. C'est-à-dire la table, elle va nous servir à tous les deux pour pouvoir manger, pouvoir discuter, jouer aux cartes. T'sais. Fait que je trouve que c'est un terme qui est très intéressant. Puis moi, ça m'a allumé au bout. Fait que là, on est là-dessus cet été là, pour justement préparer tout ça. Fait que mon expérience de sculpteur, mon expérience cirque, le cinéma au travers de ça, travailleur autonome aussi comme mouleur, sculpteur, tout est réuni. Comme un maker. Puis est-ce qu'il y a juste une question qui me vient de même? Sais-tu déjà, en tant que maker, on parlait de partage de connaissances. C'est quelque chose que tu tiens ça, qui tient à toi dans le fond de partager dans le fond. Tu disais que tu archivais.
Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu comme un enseignant? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est fort de vouloir partager les connaissances que tu as apprises? Ben oui, parce que si moi je suis rendu où ce que je suis rendu, c'est parce que... d'autres personnes. Ben oui. Tu sais, je veux dire, quand j'étais dans le cinéma, tu sais, il y avait du monde qui disait « Ah, fais ça comme ça au lieu de faire ça de même. » Ah, OK. En atelier chez Attitude, quand j'étais sorti de l'université, j'étais chez Attitude enregistré, on faisait des agrandissements de Maurice Richard. Ouais. Ben, Jules Lassalle, que je salue d'ailleurs, Jules Lassalle me montrait beaucoup de choses comme mouleur, tu sais. Si ce fait que je suis mouleur comme ça aujourd'hui, je travaille de cette façon-là, c'est grâce à lui. T'as une curiosité, c'est indéniable, là, tu deviens pas bon en étant sans intérêt, tu sais. Fait que j'avais une curiosité, je voulais savoir, je voulais comprendre. Fait que là, lui, il m'a vraiment montré tout son savoir. Puis bon, ben j'ai amené d'autres choses aussi que lui ne voyait pas. Fait qu'on a, comme ça, même, on a mis nos communs ensemble. Ouais. Mais après ça, moi, je veux donner un retour. Tu sais, j'aimerais ça aussi, peut-être pas à temps plein, mais j'aimerais ça peut-être explorer du côté de l'enseignement. Ouais, parce que, tu sais, au cégep... donner une charge... Ouais, juste une charge ou deux. Tu sais, juste pour voir... J'ai toujours été curieux de voir l'enseignement, si je serais bon là-dedans. Puis, parce que je suis très... volubile, hein? On le voit depuis tantôt. On l'entend, on le voit pas, on l'entend. Mais j'aime beaucoup vulgariser les choses. T'sais, les gens, exemple, tantôt, ce que j'amenais comme pour l'impression 3D, l'exemple du pain tranché. T'sais. Oui. Fait que j'aime... C'est une bonne analogie. Oui, je pense que oui. Ouais. Puis j'aime... Je vais la retenir. Oui, c'est ça. Hein? Fait que c'est comme si tu échappes ton pain à terre, tu peux le remettre dans la même forme parce qu'ils ont une forme particulière à chacune des tranches. Oui. Fait que c'est un peu ça. Fait que au cirque, dans la télé numérique, c'est ça que je faisais. J'aidais les gens entre le concepteur qui voulait quelque chose et les machines et les techniciens. J'étais un peu l'entremetteur, c'est ça. Je réussissais à vulgariser les processus techniques et de l'autre côté, à expliquer ce que le concepteur voulait par mon regard artistique. Je me disais, OK, non, je pense qu'il veut plus aller là parce que c'est tel truc. Puis de l'autre côté, ben OK, oui, tu peux le faire de même parce que la machine peut t'aider à aller là. On va prendre celle-là au lieu de celle-là. Donc, je pense que j'aimerais ça, en tout cas, du moins l'essayer. Super. Ouais, j'aimerais ça voir ce que... Partager, oui, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est super. Je te remercie beaucoup, Rino, aujourd'hui, d'aller nous voir. Puis, est-ce qu'il y a une place qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'ils peuvent t'écrire? Ou ils peuvent venir te voir? Ou, ben là, c'est sûr. C'est un peu compliqué avec moi. Mais... C'est ça. Ben, ils peuvent venir me voir chez nous. J'ai mon atelier chez nous. J'ai mon sous-sol, les imprimantes 3D un peu partout dans la maison. Il y a Communautique, quand ça va redevenir... pour vrai correct, là, je sais pas. Là. Donc, je pense que cet automne, j'ai l'impression, moi j'ai l'espoir. On attend tous de savoir ce qui se passe. Oui, c'est ça. Je pense que cet automne, on va redevenir un peu plus je sais pas civilisé, mais accessible. Ouais, c'est ça, accessible. Civilisé aussi, parce qu'on est toujours chez nous. Fait que probablement cet automne, à Communautique, donc sur le web, le Communautique, c'est sur la rue Louvain, presque au coin de Saint-Laurent. Sinon, sur mon site web, c'est rinocoté.com. Exact. En un mot. Les gens peuvent te rejoindre par là. Rino pas d'H, hein? R-I-N-O. Oui. R-I-N-O, C-O-T-A. Parfait, je vais mettre ça dans la description, comme je t'ai dit. C'est ça, puis ils peuvent m'écrire. Il y a une place là, ils peuvent m'écrire, puis ils peuvent poser des questions. Là, puis un plaisir de répondre. Parfait. Mais ça m'a fait plaisir de te recevoir, dans le fond. C'était très intéressant. Ça fait un plaisir, moi aussi. C'est toujours le fun de parler de son travail. Là. Des fois, tu mets des mots sur des choses que tu as en tête là, aussi. Là. Ouais. Bon, mais merci. Ben, merci à toi. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine.